Alors bonjour, je suis bien content d'être ici avec vous aujourd'hui, cet après-midi. Je dois avouer que si M. Périfan s'est demandé quoi dire après le dîner, que c'était difficile de venir parler après le dîner, alors que dire de moi qui va venir parler après l'exposé de M. Sanchez et après celui de M. Périfan? Hein? Alors, j'écoutais notamment M. Périfan tantôt, et puis je me disais, est-ce qu'il va arrêter? Bientôt, j'aurai plus rien à dire. Et il est tout en train de dire ce que je voulais dire aux gens. Mais bon. Disons que, quand même, je vais tenter de faire œuvre originale, un peu, et surtout de voir, parce qu'on a parlé quand même, évidemment, de lien social, de solidarité, d'entraide. On a parlé aussi d'individualisme, qui caractérisait beaucoup nos sociétés modernes. Et moi, je vais essayer de voir avec vous en quoi cette question-là de l'individualisme, aujourd'hui, c'est peut-être pas uniquement un obstacle à la mise en place des solidarités, mais ça peut être aussi un mouvement par lequel on peut renouveler aussi nos solidarités. Alors voilà. J'avais aussi un beau PowerPoint. Je ne sais pas si ça en vient. Ah, c'est bon. Je vais finir par briser le micro, sûrement. C'est bon. Alors, comme vous voyez, présentation très universitaire. Hein, ça va probablement trancher avec les deux autres présentations, même si Nadine m'a dit de faire attention quand même, puis de faire un petit effort à cet égard-là, hein, pour vulgariser, puis de ne pas trop jouer à l'universitaire. Alors, je vais essayer de faire un petit effort à cet égard-là. Donc, individualisme, solidarité et lien social, quelques clés pour mieux comprendre la société moderne. Et en fait, ce que je vais tenter de voir avec vous, c'est qu'est-ce que ça veut dire être moderne, hein? Pourquoi sommes-nous modernes et pourquoi l'individualisme aujourd'hui? Hein? Donc, je vais faire par un processus que j'aime beaucoup faire, c'est-à-dire retourner dans le passé pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Parce que moi, quand j'essayais de comprendre quelque chose, j'essaie toujours de voir d'où on vient, parce que sinon, je ne suis pas capable de comprendre qu'est-ce qu'on est devenu aujourd'hui et quels sont les enjeux à cet égard-là. Donc, le plan de la présentation, on va y aller rapidement à cet égard-là. Donc, qu'est-ce que c'est être moderne? Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est la modernité. Hein, vous voyez, une petite définition en bonne universitaire. C'est aussi des nouvelles perspectives et aussi de nouvelles contraintes pour les personnes. Qu'est-ce que c'est la modernité avancée? Parce qu'à l'heure actuelle, nous ne serions plus, selon les sociologues, les philosophes et tout le pataclan qui finit en ologue, dans la modernité, mais nous serions dans la modernité avancée, ou d'autres disent la seconde modernité, d'autres parlent d'hypermodernité, puis d'autres encore de postmodernité. Hein? Bon, je vais justement pas essayer de faire la distinction entre tout ça parce qu'il y en a quelques-unes. Moi, je vais m'en tenir à la modernité avancée, puis vous expliquer en quoi ça se différencie de la modernité et en quoi il y a à la fois, je dirais, des éléments plus négatifs et des éléments plus positifs à cet égard-là. Et évidemment, l'individualisme, hein, qui est un trait culturel de nos sociétés, qui est extrêmement important et avec laquelle on doit conjuguer quand on tente de mobiliser des communautés et des personnes. Et enfin, quelques commentaires sur des nouvelles formes d'engagement à l'heure actuelle et une conclusion. Hop là! Ça, vous savez, c'est quoi? C'est pas le bon PowerPoint. Je sais. Je vais essayer de voir si je peux sauver quelque chose. Bon. C'est pas grave. En tout cas, j'essaie d'y aller avec ça. Hein. On va faire avec les contraintes. Bon. Écoutez, je voulais vous dire simplement en introduction que ce que je viens vous livrer aujourd'hui, c'est pas les résultats d'une recherche. Moi, je suis universitaire, souvent, quand je fais des conférences, c'est des résultats d'une recherche. J'ai pas fait de recherche sur la modernité comme telle. Je n'ai pas fait une recherche sur l'individualisme. J'ai pas posé des questionnaires à des gens pour savoir qu'est-ce qu'était l'individualisme. C'est plutôt le résultat d'une synthèse de plusieurs lectures que j'ai faites en lien avec mon enseignement à l'université qui se fait sur la mobilisation collective et l'action communautaire, et beaucoup en lien aussi avec un certain nombre de recherches que j'ai faites au cours des dernières années. Comme on n'a
j'ai pas le bon PowerPoint. J'avais deux adresses que je voulais vous montrer, deux adresses web de texte dans lesquelles vous pourriez retrouver un petit peu les éléments dont je vais venir vous entretenir aujourd'hui, qui seraient peut-être expliqués d'une manière un peu plus exhaustive, mais peut-être qu'avec Nadine, on pourrait s'arranger tantôt pour une manière ou d'une autre, là, être en mesure de vous donner ces adresses-là. Alors, voilà. Pardon? Oui, sur le site du réseau, on va sûrement le retrouver. Alors, voilà. Qu'est-ce que la modernité? Alors, peut-être que le PowerPoint ne sera pas tout à fait ce que je vais vous raconter, parce que comme ce n'est pas le bon, il a été modifié, mais en tout cas, je vais essayer d'y aller quand même avec celui-là. Alors, qu'est-ce que c'est la modernité? C'est une période historique qui a débuté avec l'industrialisation autour du 18e siècle, dépendamment si on est en Europe et en Amérique. Et puis, c'est venu, évidemment, avec l'avènement de la Révolution industrielle et aussi avec l'avènement des démocraties. Donc, et ça, c'est une période qui s'est terminée avec la construction des États-providence, le développement des politiques sociales. En général, en Europe, ça s'est fait autour de la fin de la Deuxième Guerre. Au Québec, c'est plutôt arrivé au début des années 60 avec la Révolution tranquille, donc une période là, qui couvre à peu près 2 siècles. Et c'est une période qui coïncide avec le développement des sciences modernes et la mise en place des démocraties, je l'ai dit, qui remplace Dieu et la religion comme système de référence. Autrefois, on avait notre place qui était liée à la loi divine, où vous étiez roi, où vous étiez seigneur, où vous étiez noble, où vous étiez artisan, où vous étiez paysan. Et c'était la loi divine qui avait décidé ça. Aujourd'hui, avec la modernité et l'avènement de la démocratie, il y a des votes. Maintenant, on peut voter des lois. Ce n'est plus la loi divine, mais la loi des hommes. Les hommes font leur propre société, font leurs propres lois. Et ça a été un changement, un bouleversement, je dirais, politique et culturel qui a été fondamental, non seulement pour les individus, mais pour l'évolution des sociétés aussi à cet égard-là. Donc, pour la première fois, les individus et les communautés peuvent se libérer des coutumes et des traditions qui fixaient de manière immuable leur statut, leur rôle et leurs conditions de vie en fonction de la loi divine. C'est ce que je viens de vous dire. Donc, désormais, il n'y a plus personne qui est assujetti à d'autres contraintes qu'à ses propres contraintes. Mis à part celles qui viennent de la nature, même s'il n'y a plus la loi divine, il y a quand même la nature. Au Québec, si vous sortez dehors au mois de janvier pour prendre un petit café le 15 janvier, vous allez voir que la nature va vous imposer quelques contraintes quand même. Et la loi des hommes aussi. Parce qu'il y a quand même des lois, mais on ne peut pas tout faire, on ne peut pas voler, on peut pas... on n'est pas supposé, en tout cas, même s'il y en a qui ça le permettent, mais on a un certain nombre de lois qu'on doit respecter aussi. Le nouveau mot d'ordre, et là, ça ne suivra peut-être pas tout à fait ce qu'il y a dans le PowerPoint, parce que là, je vois qu'on arrive dans le bout où il y a eu des transformations plus majeures. Le nouveau mot d'ordre, c'est « L'avenir est ouvert, tout est possible ». Parce qu'autrefois, notre statut était figé par la loi divine. Si on avait du sang noble, on avait droit à certains avantages. Si on était né paysan, eh bien, on était dû pour manger du pain noir tout le reste de notre vie. Aujourd'hui, au contraire, on peut tout faire à la force de notre travail, à la force de nos mains. On peut gagner des sous, on peut se bâtir une maison, on peut déménager, on peut choisir notre travail, on peut choisir notre résidence, notre lieu de résidence. Autrefois, ce n'était pas possible. On restait sur la terre d'un seigneur, on est obligé d'y rester. Aujourd'hui, on peut déménager, on peut aller où on veut sur le territoire, et on peut choisir aussi nos amours. Mine de rien, quand même un bel avantage. Autrefois, quand même, les mariages étaient plus souvent qu'autrement, souvent arrangés. C'était des mariages de nécessité. Avec la période romantique, bien est rentré des nouvelles nécessités dans les relations humaines. Est-ce que ça les a améliorées, là? Il faudra voir, là, mais je ne ferai pas de discussion là-dessus aujourd'hui, mais en tout cas. Mais disons qu'il y avait une question de choix maintenant qui n'était pas là autrefois. On arrive donc aujourd'hui, modernité avancée. Il fallait quand même faire un petit bout sur qu'est-ce que c'était la modernité pour pouvoir comprendre maintenant qu'est-ce que la modernité avancée. C'est une période historique qui débute évidemment à la fin de la modernité, donc qui commence avec l'avènement des États-providence et la mise en place de solidarité abstraite et médiatisée. J'ai promis à Nadine de bien expliquer ce que c'était des solidarités abstraites et médiatisées. Des solidarités abstraites et médiatisées, c'est en fait en opposition à des solidarités qui sont concrètes et de proximité. Avec l'État-providence, qu'est-ce qu'on a développé? On a développé des politiques sociales, on a développé des services, on a développé des programmes pour venir en aide aux personnes nécessiteuses,
qui autrefois recevaient de l'aide, souvent soit de la famille, soit du voisinage, soit de la paroisse au Québec. Mais aujourd'hui, ces services-là viennent maintenant de l'État. C'est pas pour rien qu'on appelle État-providence. Autrefois, c'était la providence qui vous venait en aide, les communautés religieuses, votre famille, vos voisins. Maintenant, c'est l'État qui vous vient en aide. Par contre, ce nouveau système-là rend plus opaque, je dirais, le lien entre donneur et receveur. Autrefois, c'était une communauté religieuse qui vous venait en aide de votre territoire. Vous saviez qui c'était. C'était souvent assez stigmatisant. Vous deviez prouver que vous étiez pauvre, vous deviez prouver que vous étiez sans ressources, vous deviez prouver que vous demeuriez sur le territoire, etc. Alors qu'avec l'État, c'est complètement anonyme, en quelque part. Donc, on retrouve une certaine dignité. Par contre, on ne sait plus qui donne et qui reçoit. Quand vous recevez un chèque de prestation, soit d'aide sociale ou de chômage, qui vous a donné? Est-ce que c'est votre voisin à côté? Est-ce que c'est celui qui demeure dans la municipalité voisine? On ne sait pas. Il y a comme c'est la masse informe des payeurs de taxes et d'impôts qui ont payé pour les services que vous recevez. Et la même chose pour vous. Quand vous payez des taxes et des impôts maintenant, à qui vous donnez? Vous ne savez pas à qui vous donnez. Vous envoyez ça dans le fonds consulté de la province en espérant que le gouvernement va s'en servir de manière convenable. Donc, il y a eu une rupture par rapport aux solidarités concrètes et de proximité qu'il y avait, je dirais, autrefois, avant l'avènement de l'État-providence. Je prendrai un petit peu d'eau, s'il vous plaît, si c'est possible. Ah, génial. Pardon? OK, j'ai pas compris. Non, ça va aller. Donc, c'est le détachement des sécurités matérielles et sociales, des appartenances communautaires qu'on avait avant, du village, de la famille, du voisinage qui était proche. Donc, c'est la disparition des derniers vestiges du monde ancien, entre guillemets, organisé sur la base de la tradition et des solidarités dites contraintes, parce qu'il y avait des solidarités, mais elles étaient vraiment contraintes. À l'époque, dans un sens que c'était la famille, et puis si vous vouliez vivre d'autres choses autrement que votre famille avait vécu, autrement que ce qui se passe dans le village, si vous étiez un peu homosexuel en milieu rural des années 50, c'était pas facile. Et on a juste à penser au Québec des années 40, sous Duplessis. On était dans l'époque moderne, je dirais, au niveau économique. Le Québec s'était développé, était industrialisé, il y avait des usines et puis tout ça. Mais au point de vue social, au Québec, dans les années 40-50, on était encore dans le monde ancien et des anciennes solidarités. Il me reste combien de temps? Ça va? C'est bon, parce que j'ai souvent tendance à m'étendre et puis il faudra me ramener...